Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est le grand plaisir, le grand bonheur de vous retrouver ce lundi encore pour une semaine qui s'annonce chargée en informations aussi intéressantes que préoccupantes, qu'importantes, pour la vie de notre nation. L'équipe au grand complet mobilisée pour vous servir à partir d'ici et pour vous aux quatre coins du globe. Vous pouvez réagir à cette émission au hashtag espace GG ou tout simplement au plus 224 657 39 13 13. Le numéro s'est affiché au bas de votre écran. Vous nous pratiquez depuis l'intérieur du pays, en Zérékoré à Massanta dont nous parlons pas souvent, Kissidougou, Farana. Vous êtes nombreux et nombreuses à être des nôtres dans cette émission. C'est avec bonheur que l'on vous retrouve ce matin. Et nous avons donc fini par y être à un sujet de préoccupation majeure pour les Guinéens d'ici et d'ailleurs, la crise du passeport. D'une réforme à l'autre, les équipes se succédant, l'accession au passeport guinéen a fini par servir la croix et la bannière à nos compatriotes de l'intérieur du pays et de l'extérieur. L'offre de services limitée, les lourdes et longues procédures administratives émanant de l'État guinéen par voie consulaire et diplomatique mettent les Guinéens les deux pieds dans le même sabot. Et l'acte récent de la diplomatie guinéenne, s'il tranche avec la mollesse de la réponse antérieure, reste néanmoins très insuffisant pour résorber une crise qui expose les ressortissants guinéens à toutes sortes de vulnérabilités qui partent donc du chômage à l'expulsion pure et simple en passant par la prison. Crise du passeport guinéen, ce matin on en parle. Témoignage exclusif de Guinéens à travers l'Afrique, mais aussi à travers le monde. Aïssatou Chérif Baldé. Elle est établie en Allemagne et elle porte depuis un certain moment l'ONG Guinée Solidaire. Elle prendra la parole ce matin sur nos antennes. Boubacar Ba, c'est un Guinéen du Gabon. Il s'exprimera. Alpha Amadou Baldé, de l'Union des Guinéens du Sénégal. Le Sénégal qui abrite une partie importante de la population guinéenne. Il sera au bout du fil dans cette émission. Amadou Ba, du Conseil des Guinéens de l'étranger, section Italie. Il prendra également la parole, lui aussi, vite avec les Guinéens de graves situations liées au passeport guinéen. Ansoumane Hawa Fofana, tenez-vous bien, lui, il est chargé de communication et de l'information du Conseil des Guinéens d'Angola. Il sera des nôtres. Mamoudou Fofana, si tout va bien. Mamoudou Fofana, tenez-vous bien, il est établi en Corée du Sud. En Corée du Sud, les Guinéens y traversent également de sérieuses difficultés liées au passeport. Nous aurons bien entendu ceux du Cameroun, Botegueba et puis Lucien Ablemou de la France, si tout va bien. Ils prendront la parole ce matin. C'est que vous l'avez compris, c'est une émission totalement faite passeport guinéen ce matin. Et c'est avec nos amis des matins, Antoine Kourouma. Bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Ça va le réveil Oui. Parce que lundi, généralement les l'impression qu'on sont lourds parce on sort difficilement de lit. Le week-end est fini, on reprend le boulot. Ce n'est jamais facile, mais bon, on va en faire avec. C'est un jour spécial pour ma petite fille qui fête son anniversaire. Ah oui. Voilà, donc, il semble qu'on a un gâteau à couper ce soir. Ce soir, oui. D'accord. Je suis très content. Bon, on viendra. D'accord. Ahmed, c'est quoi ce sourire? Je sens qu'il y a un problème. Bonjour Ahmed. Bonjour. Je vais faire un truc unique. Happy birthday to you. Comment elle s'appelle? Jacqueline. Happy birthday to you, Jacqueline. Happy birthday to you, Jacqueline. Happy birthday to you. Wow. Merci à vous. Voilà, c'est ton anniversaire. Elle a reçu le message. Je déteste les lundis. J'ai du mal à me réveiller. Tu sors du week-end, tu sais pas trop habitué au week-end. Si, non, justement, trop habitué au week-end. Tu es dans tes livres, puis après tu reviens à la réalité. Les embouteillages, le carbone, la pollution, c'est insupportable. Donc voilà, je suis venu à reculons ce matin, mais comme je vous adore, je suis venu. Pas bienvenue. Merci. C'est pour nous qu'il est là. Ahmed. Qu'est-ce qu'il y a déjà encore d'un Ahmed à l'autre. Ahmed, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Moussa Yeroba.
bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que c'est pour nous qu'il est là? Elle ne commence pas, Si Dada. tu n'es pas là, tu verras à la fin du mois. Je suis venu en paix. Non, alors tu vois, là, tu te trompes, mais je dirais pas plus que ça. On aurait dit pour nous et où. Pourtant, tout commence le lundi. Oui, tout commence le lundi. Jacques, ça va? C'est pas la même situation de Ahmed? Tu es au taquet ce matin? Mais moi, je suis habitué. Lundi, c'est bon. D'accord, Lundi, d'accord. c'est bon. Ça devient notre rite. En tout cas, bienvenue à chacun. La semaine sera longue et en tout cas, je le crois. Et on commence avec vous, Antoine. C'est un sujet auquel on s'est intéressé. Une dame à qui on a accordé un bail, qui a investi de gros moyens et à qui on dit finalement, hey, dans 6 mois, du balai, quoi. Oui, ce qui se passe, à mon avis, ce matin, ce sujet va servir de leçon à ceux qui parfois sont en quête de maisons pour habitation ou même pour activités commerciales, mais aussi pour des concessionnaires qui donnent leur maison en location. Et je crois que c'est l'une des conséquences du manque de loi à l'Assemblée liée au bail ou aux locations des maisons en Guinée. Alors, c'est un sujet qui a polarisé les attentions depuis quelques semaines. Nous, ça fait 2 semaines qu'on a été informés du sujet, mais il fallait qu'on fasse en sorte d'avoir tous les éléments sous la main pour l'aborder. Donc, on a pu écouter toutes les parties. Et ce matin, on est à mesure d'en parler parce que, certes, l'affaire est à la justice, mais puisque ça a été ébruité et que l'Union des consommateurs de Guinée s'est intéressée au sujet, il est important que nous en parlions ce matin. C'est une jeune dame du nom de Ange-Marie Christelle qui a un salon de beauté, disons un institut de beauté. Elle a pris cela en location pour, selon elle, 3 ans, le bail verbal qu'elle a eu avec le concessionnaire. Et par après, elle a pu s'acquitter du loyer durant une période. Sauf qu'avant son arrivée... Un bail verbal. Verbal. Avant son arrivée, le salon était dans un état... C'était un bâtiment à habitation. Elle a passé une convention avec le concessionnaire, qui est une dame, qui est d'ailleurs journaliste comme nous. C'est Aïssatou Punchou Diallo de la RTG, qui gère le bâtiment. Et donc, dans la convention passée avec elle, il était convenu qu'elle en fasse un endroit pour le commerce, notamment pour un institut de beauté. Et elle a pris le salon, elle a aménagé, elle a rénové, elle a modifié à sa guise. Et donc, au bout de 3 mois, les activités de rénovation ont duré 2 mois. Après, elle devait passer à l'exploitation du salon. Bon, le premier mois pour l'inauguration, les premiers soucis ont commencé parce qu'on lui a demandé de payer le 3e mois pour la location. Elle s'était déjà acquittée de 2 mois. Et il lui restait devoir 1 mois après les 3 mois. Et donc, selon ce qu'elle nous a confié, elle avait changé des carreaux à l'intérieur du bâtiment. Et avec le concessionnaire, il était convenu que le montant investi dans les carreaux... Et maintenant, à l'image, voilà, la situation du bâtiment avant aménagement. Avant exploitation, avant aménagement. Ça, c'est le bâtiment avant l'exploitation. Alors, ce sont les carreaux qui sont là, les carreaux à l'initiale qui sont passés tout à l'heure. Elle les a changés et à la fin, selon ce qu'elle nous a confié, il était convenu que le montant investi soit déduit du loyer. Malheureusement, cela n'a pas été matérialisé par un écrit. Ça a été encore une fois verbal. Alors, les travaux finis, elle dit avoir investi plus de 15 millions dans les carreaux. Alors, elle a été surprise qu'au 3e mois, qu'on lui demande le loyer, alors qu'il était convenu au départ que cela soit défalqué dans les montants du loyer. Les premiers soucis commencent là. Les discussions commencent. Malgré tout, elle dit avoir payé le loyer qui coûte, parce qu'elle a mis ensemble 2 bâtiments à raison de 1 500 000 chacun, ce qui fait 3 millions les bâtiments. Et donc, elle s'est acquittée de ce montant-là. Et après l'inauguration, au fur et à mesure que le temps passait, les soucis commençaient à venir. Tantôt, on lui demandait de payer les frais d'électricité, chose qu'elle ne comprenait pas, parce que aujourd'hui le montant pour le courant électrique va jusqu'à 8 millions de francs guinéens, et c'est pour tout le bâtiment, parce que c'est un branchement commun. Chaque bâtiment n'a pas son compteur. Chaque appartement n'a pas son compteur. Il s'agit d'un bâtiment à étage. À étage, et c'est un branchement commun.
Alors, une facture de 8 millions est venue. Pour le paiement, on lui a demandé de payer la moitié, les 50% de ce montant. Parce que c'est elle qui apparemment utiliserait beaucoup plus le courant électrique à la différence des autres qui louent le bâtiment. Alors, elle dit qu'elle ne peut pas payer ces 4 millions parce qu'elle n'est pas la seule à habiter ce bâtiment. Alors, elle a voulu installer un inverseur pour un groupe électrogène lui appartenant, chose qu'on lui aurait refusée. On lui a dit qu'il faut qu'elle s'acquitte d'abord de cette facture de courant qui remonte à 4 millions. Donc, ils ont été contraints de faire un déplacement à EDG pour vérification. Donc, après vérification, on a pu avoir des factures dans ce sens. Il a été révélé que la facture de courant ou le montant de 8 millions remonte à une période où elle n'était pas encore arrivée dans ce bâtiment. C'est-à-dire, avant qu'elle n'arrive, il y avait déjà une facture qui avait été établie. Et donc, les 8 millions remontent à une période où elle n'était pas encore arrivée. Et donc, elle ne peut pas s'acquitter de cela. Et donc, il y a 4 millions qui ne sont pas actuels, qui sont assez anciens. Et donc, puisqu'il n'y a pas eu de compréhension à ce niveau, le courant a été coupé à son niveau. Le bâtiment, ce matin où je parle, tout le bâtiment a le courant, sauf elle. Et elle nous apprend ce matin que c'est le concessionnaire qui la prive de courant, alors qu'elle travaille sur la base de ce qu'on appelle de l'électricité. Donc, par jour, au minimum, elle dit qu'elle gagne 5 millions de francs guinéens. Mais depuis que les soucis ont commencé, 82% de ses recettes ne sont plus à l'appel. Il faut quand même aussi dire, parce qu'on a visité le bâtiment, le relais du groupe électrogène, la partie du groupe électrogène a été carrément verrouillée, on a vu ça. Ouais. L'accès principal à l'Institut de beauté a été verrouillé depuis plusieurs mois, Antoine Cour. Et donc, tout à l'heure, je vais parler je vais revenir sur la version des faits du concessionnaire que j'ai pu avoir au téléphone. Pour l'instant, je parle de ce que m'a confié Ange-Marie Christelle, qui, depuis maintenant 8 mois, dit traverser un calvaire. Pour qui connaissent ce que c'est qu'un salon de coiffure, un institut de beauté, c'est forcément des mariages, c'est forcément des maquillages et tout cela. Et le concessionnaire dit que les mariages et autres dérangent le voisinage. Les voisins se plaigneraient des bruits et autres événements qui se font dans ce salon de coiffure. Apparemment, les week-ends, les voisins ne dorment pas. Les week-ends, il y a du tapage dans le bâtiment. Les week-ends, les taxis-motards qui viennent chercher les mariés et autres empêchent les voisins de se mouvoir. Mais le goudron qui est dans le nez du bâtiment. Bon, ça, ce sont les mariés. Et donc, apparemment, lorsque les clients viennent, le salon ne leur suffit pas. Parfois, ils vont jusqu'à déranger les voisins à leur domicile. On a aussi tenté de vérifier cela. Et tous ceux qu'on a pu contacter du voisinage, qu'on a pu avoir pour témoignage, nous ont confié que jamais ils se sont plaints des bruits provenant du salon de coiffure. Chose qu'on a pu noter par rapport à l'enquête qu'on a eu à faire. Donc, on a pu noter que les voisins, la plupart de ceux qu'on a contactés, disent ne pas avoir porté plainte auprès du concessionnaire pour un tapage quelconque. Donc, on a pu noter cela. Donc, la propriétaire qui se donne des arguments. D'accord. De l'autre côté, on constate qu'il y a un manque de contrat entre les deux parties. Et cela s'explique par diverses explications, par diverses raisons. D'un côté, la locataire dit qu'il y a mal de contrat parce que la concessionnaire délibérément n'a pas voulu qu'il y ait contrat entre eux. Lorsqu'elle est arrivée, elle a demandé un contrat. Le concessionnaire lui a dit d'attendre que son mari revienne de voyage pour établir un contrat entre les deux parties. Elle a, par confiance au bailleur, le mari qui est à l'OGP, qui est le DAF de l'OGP, M. Kobele Keita. Et donc, elle a dit d'attendre... Propriétaire par ailleurs, non, du bâtiment. Voilà, mais qui est géré par son épouse. Alors, la dame aurait demandé un contrat. On lui a dit d'attendre que le mari revienne de voyage pour établir ce contrat. Alors, les grandes gueules. Elle dit sur la base de la confiance qu'elle portait en la dame, elle a accepté d'attendre, mais tout en commençant les travaux de rénovation. Je demande à ce que la régie nous montre les travaux sur le bâtiment, parce que on a vu que c'est des travaux assez importants. Il y a eu un changement majeur qui a été apporté à l'infrastructure. La dame a pu changer le plafond, également les murs et tout cela. Il y a eu vraiment de l'investissement dans le bâtiment. Alors, elle a fait tout ce travail qui ont duré. Voilà, on voit là que les images sont là. C'est le début des travaux. Il y a eu un investissement de près de 300 millions de francs guinéens, selon ce qu'elle nous a expliqué. Alors, lorsque tout cela est fini et que les soucis ont commencé, on lui a dit simplement, à travers un préavis,
les lieux parce qu'il y a un souci par rapport à la cohabitation avec et le voisinage et par rapport à son comportement vis-à-vis des concessionnaires. Parce que la dame dit qu'elle ne la respecte pas du tout, qu'elle n'a pas de dégâts pour elle. Il y a assez de soucis comme ça qui ont été évoqués qui expliqueraient cette situation. Donc, après qu'on lui ait donné ce préavis-là, Ange-Marie Christelle est allée porter plainte à la justice pour rupture abusive de contrat entre les deux parties. Parce qu'elle... Non. Si, enfin, même le préavis... Verbalement... Par ailleurs, non, Antoine, je veux quand même poser ça. Même le préavis que moi j'ai pu lire, le préavis évoque un contrat verbal. Oui. Et déjà... Donc c'est déjà quelque chose. Allez-y. Les juristes pourront peut-être me contredire ou dire si non, ce que je dis est faux. Seront. Après, on dit ce qui est. Voilà, dès l'instant où une personne paie un loyer, on estime que tacitement il y a un contrat, mais il peut être verbal aussi. Et donc, il y a eu cette situation qui s'est passée. La jeune dame est allée porter plainte pour rupture abusive de contrat entre les deux parties. Aujourd'hui, ils sont en justice. Le 9 prochain, le délibéré est prévu. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a une audience qui va se faire. Et à ce jour, la dame, après tout, elle a fait l'évaluation de son investissement. Si elle doit quitter la maison, il faut non seulement qu'elle reprenne un nouveau local, qu'elle doit réaménager, réinvestir à nouveau comme elle a fait dans le précédent appartement, et tout ça va encore lui coûter de l'argent. Elle dit qu'elle ne peut pas quitter les lieux sans être dédommagée. Et elle évalue son investissement, si elle devait quitter, à plus de 211 millions de francs guinéens. Ce qu'on doit lui rembourser si elle devait quitter les lieux. Et donc aujourd'hui, il y a ce souci qui oppose les deux parties. Il y a l'entrée principale du bâtiment qui est fermée par le concessionnaire. Il y a une entrée secondaire qui a été ouverte, mais qui, selon ce qu'on nous apprend, ne permet pas à ce que les clients viennent massivement sur les lieux. Ce que je veux dire, après cela, parce qu'on a pu écouter la partie de Aïssata Pouchou Diallo qui dit qu'elle ne peut plus continuer à héberger cette Ange-Marie Christelle parce que voilà, il y a incompatibilité, il y a incompatibilité d'humeur. Elle n'aurait pas respecté ses engagements de départ. Mais on nous a appris qu'il y avait une autre vendeuse là-bas. Là-bas, ils ont fait du karaté avant de se séparer. ça, je ne veux pas l'évoquer parce que je n'en sais rien du tout. Mais ce qu'il faut dire clairement, c'est que l'affaire est à la justice et bientôt on sera situé sur ce qui va se dire comme délibéré. Mais ce que je veux dire, pour clore Tambaza Karim Elimono, c'est mon point de vue à moi par rapport à ces contrats que nous passons pour les maisons. C'est un conseil que je donne à tous ceux qui souvent sont tentés de se trouver un appartement. C'est bien beau de vouloir un appartement, mais quand vous y allez, faites en sorte de vous munir de toutes les garanties. Entourez-vous de tous les garde-fous pour éviter des problèmes plus tard. Mais Antoine, un étranger ne vient pas casser votre maison sans votre accord. Sans votre accord, quand même. Ce qui est quand même par le fait que la jeune dame s'acquitte régulièrement de son loyer et qu'on lui décerne un reçu chaque fin du mois. Quand même. On lui décerne cela et elle a tous les reçus qui proviennent du concessionnaire. Et donc, ce qui atteste quand même qu'il y a une reconnaissance de contrat entre les deux parties, verbale encore une fois. Et donc, pour clore, il faudrait que tous ceux qui sont tentés de se trouver un bâtiment en location, pour bail ou même pour achat, faites en sorte de vous munir de toutes les garanties. Profitez des problèmes plus tard. Les confiances que vous portez aux gens sur la base de l'apparence, parfois ne tiennent pas lieu. Faites en sorte qu'il y ait des écrits entre vous. Petit que ce soit, quand vous faites un investissement de 50 francs, écrivez. Il faut qu'il y ait un écrit entre vous pour éviter les soucis plus tard. Voilà, le message est clair. Mais Jacques, vous étiez sur les lieux. Le droit admet quand même une entente verbale. Oui, le droit l'admet. Et d'abord, moi, je voudrais dire deux choses. La première, si on en parle, c'est pas pour Ange Christelle, c'est parce qu'à l'intérieur, elle a des jeunes qui apprennent le métier. Et puis, bien entendu, il y a nos sœurs qui viennent se rendre belles là-bas. Donc, si on ferme, c'est au moins une entreprise de moins. Quoi qu'on dise, parce que c'est la beauté qui est menacée. Non, la beauté est menacée, mais c'est surtout une entreprise de moins. Elle aurait pu faire comme d'autres, c'est-à-dire ne rien faire, attendre que le mari donne, mais si elle s'est débrouillée pour créer ça, et évidemment il va falloir que autour d'elle qu'il y ait un certain accompagnement. On ne peut pas attendre ce type d'accompagnement de la part de Pontion, qui est aussi citoyenne, d'accord, parce que c'est l'État RTG, non? Oui, c'est l'État qui doit garantir c'est l'État qui doit garantir tout ceci. Maintenant, l'autre chose que je peux dire, évidemment, ce contrat, il n'est pas écrit. La dame elle-même, elle le reconnaît, c'est peut-être excès de confiance.
Sinon, le contrat n'est pas écrit. Mais il y a des éléments qui prouvent quand même que, d'une certaine façon, celle qui a donné la maison reconnaît qu'il y a ce contrat. Il y a non seulement le préavis que tu évoquais tout à l'heure, mais il y a aussi, et ça c'est important, les reçus. Ça veut dire que à la fin du mois, elle a continué à percevoir de l'argent pour une maison qu'elle a confiée à quelqu'un. Donc les juristes pourront, ou disons son avocat et puis façon, la justice qui travaille là-dessus pourront, n'est-ce pas, trancher. Ce qu'il faut clairement dire, c'est que ce sont nos problèmes de logement qui sont en train de connaître, n'est-ce pas, ces types de conséquences dans les quartiers. Ce n'est pas encadré, ce n'est pas organisé. Tout le combat des députés des 2 dernières législatures. Est-ce qu'ils ont combattu? Non. Il y a eu quelques députés, il y a eu quelques tentatives, il y a eu quelques députés qui ont voulu, qui ont quand même commencé à écrire quelque chose. Cette 9e législature, c'était plutôt sérieux, même si c'était des députés Covid, comme on les appelait, mais ils avaient commencé quelque chose qui était sérieux. Bon, après, ça n'a pas abouti, le 5 septembre est arrivé, et je n'avais pas vu non plus beaucoup de soutien derrière de la part des autres députés. Je me rappelle, c'est des députés jeunes qui ont surtout rehaussé le budget de l'Assemblée nationale. Ah oui, ben ça c'est facile à faire et c'est facile à accepter. Les grandes gueules. Et voilà, Ahmed Gouroma qui trépigne, il veut prendre la parole, mais... Non, je trépigne pas, mais il y a quand même des évidences dans ce bas monde. Dans un pays où on t'arnaque pour 100 000 francs guinéens, je comprends pas que l'on aille faire confiance à quelqu'un pour un bail où on investit 300 millions. Ouais. Alors, je vais vous expliquer les règles en termes de droit, qui est très clair. Effectivement, Antoine a raison, un accord verbal vaut un accord écrit, à quelques exceptions près, qui sont le mariage, les bails et les logements. D'accord. Voilà. Donc, malheureusement, cette dame va être déboutée, je te le dis. Normalement, si on respecte la loi, elle sera déboutée par les tribunaux. Mais, il y a aussi... on demande aux Guinéens de rentrer, de venir investir. On demande à la diaspora de rentrer, à ceux qui ont de l'argent d'investir dans notre pays pour le développer. Il faut, et c'est là où l'État a péché par incurie. Par son absence. Par son absence. Il y a le secteur immobilier guinéen est l'un des secteurs où il y a le plus d'anarchie en ce bas monde. Chacun décide du loyer qu'il veut mettre en place, chacun décide du nombre de cautions que tu dois payer, chacun décide, etc. On peut, les propriétaires de maisons, pour moi, ils font partie non, mais on va aller plus loin. Des plus mauvais de ce pays. C'est les plus mauvais. Les propriétaires de maisons ils ont droit de vie et de mort. Et puis mieux que ça. Non, mais Jacques va nous évoquer tout à l'heure. Je vais aller beaucoup plus loin que ça. Il y a beaucoup d'abus. Mais c'est même plus de l'abus. Encore une fois, c'est l'anarchie totale. Et puis en plus, le législateur qui avait quand même pour une fois prévu les choses avait interdit que l'on paye les loyers et les bails en liquide. Ça continue de plus belle. Pourquoi? Parce que quand tu as du liquide, tu peux le faire sortir rapidement du pays, ne pas payer d'impôts, de taxes foncières, etc., etc. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Donc moi, je suis désolé pour cette dame et ça me fend le cœur d'entendre cette histoire parce qu'effectivement, il y a moralement, le bailleur devrait ou la rembourser, ou la rembourser de ses frais. C'est tout ce qu'elle demande. Voilà, c'est tout ce qu'elle demande. Et on va rappeler le nom du propriétaire parce que ça, c'était très drôle. Son nom, là. Son nom, s'il te plaît. De l'OGP, là. Monsieur Kobele, Mohamed Kobele. D'accord, bon. Monsieur Kobele. Et son épouse, c'est quand même une de nos consoeurs. Donc, qui a travaillé à la RTG. Je crois que c'est Aïssatou Pounchon. Il faut un moment. Alors, il faut un moment donné aussi que Tata fasse preuve de bon sens. Mais cela étant, le conseil qu'on peut donner à nos compatriotes qui rentrent ou de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est le seul conseil qu'on peut leur donner. N'engagez jamais, je dis bien jamais, un quelconque investissement dans ce pays si vous n'avez pas un papier, un contrat ou tout du moins quelque chose qui engage votre partenaire. Mais il y a tout ça quand même, mais on accepte de voir sa maison transformée. On vient même lorsqu'on inaugure le salon, on félicite la personne. Je suis d'accord avec toi sur le principe. On commence à lui mener la vie dure. On commence à dire, bon, cet accès qui est l'accès principal, ça s'appelle de la malhonnêteté. On ferme, et puis on te dit, il faut passer par derrière pour accéder à ton salon. Ton groupe électrogène, on te dit, il faut l'éteindre, et puis plus loin. Tu vois finalement ce qui se passe. On te dit, bon, dans 6 mois, tu dégages. Ça s'appelle de la malhonnêteté. Sauf que
effectivement, encore une fois, il y a une exception en droit où le contrat verbal n'a pas lieu d'être et n'est pas valable, c'est le mariage, les logements et les bails. Voilà, c'est comme ça. La justice, pardon, le droit, c'est ce que les hommes, ils ont écrit. La justice, on la connaît quand même. Il faut faut dire la vérité quand même. Moussa Hiro, on va avec vous. Non, mais je pense que pour éviter tout ça, il fallait faire un contrat. Un contrat dans lequel il fallait signifier tout ça, tout ce qui doit se faire. Parce qu'on sait que dans un salon, forcément, il y aura une entente verbale est un contrat. Pas un droit de logement. Normalement, vous allez devant les juridictions. Non, écoutez, quand vous allez devant les juridictions, ce sera la parole de l'une contre celle de l'autre, en fait. Et chacun peut mettre ce qu'il veut dans sa parole. Il y a des éléments, finalement, qui il peut y avoir des éléments parce qu'elle a investi. La dame, par exemple, évoque dans le préavis, elle dit en vertu du contrat verbal qui nous lie. Non, ce que je veux dire. L'écrit. C'est quoi le contenu du contrat verbal? Justement, ce sera là le... Justement, c'est quoi le contenu? On ne le sait pas. Justement, chacun peut mettre ce qu'il veut dans son contrat verbal. Pour éviter tout ça, il faut faire un contrat écrit. Mais Moussa Hiro, contrat verbal... Pour se protéger, la dame reconnaît. Oui, la dame reconnaît qu'il y a un contrat verbal. Écoute, moi, la dame investit. Tu comprends? J'essaie de décrire les faits. Je ne défends pas l'une ou l'autre. J'ai bien compris. L'une ou l'autre des femmes qui sont impliquées dans ce dossier. J'essaie d'expliquer ce qui pourrait protéger, ce qui aurait pu protéger cette dame avec son salon. On aurait pu faire un contrat. Parce que les gens sont tellement... En fait, les gens sont imprévisibles. Ils sont imprévisibles. Quand vous parlez, vous pouvez regarder quelqu'un dans les yeux aujourd'hui. Oui, vous avez confiance en la personne. Vous lui dites, on va faire ci, on va faire ça. Elle est d'accord pour un départ. Après, elle fait un retournement de veste. Elle peut nier tout ce que vous avez dit au départ. Voilà pourquoi il faut se protéger. Ça rend les gens de plus en plus... Je pense que c'est en train d'aider des personnes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes refusent de s'engager sans document. Parce que les gens, ils peuvent dire une chose aujourd'hui et dire le contraire demain. C'est le problème dans lequel se trouve la jeune dame. Écoutez, c'est combien de personnes elle emploie. On reconnaît quand même le travail qu'elle fait. 35 personnes. Elle s'est fait remarquer ces derniers temps à travers, comment on appelle, la beauté, tout ce qu'elle fait, les maquillages et beaucoup d'autres choses. Elle a inspiré beaucoup d'autres personnes. Moi, je pense que ça va être difficile si on la renvoie d'un seul coup comme ça, le temps pour elle de trouver un autre endroit, peut-être de le réaménager, de le faire à sa façon. Ça va être compliqué. C'est pour cela que je pense que ce serait important que les parties s'entendent le temps pour elle de trouver, parce qu'elle a quand même investi. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'on en vienne là. C'est pour cela que s'il y avait un document dans lequel on allait noter que un salon de coiffure, on sait que parfois il n'y a pas de courant chez nous, il faut forcément un groupe électrogène. Il fallait le notifier. Un salon de coiffure, on sait que c'est des engins qui viennent, c'est du bruit chez nous, le plus souvent avec des klaxons et tout. Il fallait voir tout ça, mettre ça dans un contrat, parce que je ne sais pas pourquoi la dame Assiatou Punchu a fait un revirement. Elle a changé de position. Peut-être qu'elle pourra l'expliquer au niveau de la justice. Elle a dit Antoine. Mais après les vérifications d'Antoine, il s'est trouvé que dans le voisinage, ça ne se vérifie pas. Mais je pense que c'est parfois les gens qui ont des concessions. Il y en a qui agissent comme ça, il y en a d'autres qui sont corrects, il faut le dire. Mais tout ça devrait être réglementé par l'État. Normalement, on devrait réglementer tout ça. Si vous voyez les gens, ils fixent les prix qu'ils veulent, ils renvoient qui ils veulent, quand ils le veulent, c'est parce qu'il n'y a pas de loi à la matière. Je pense qu'il faut légiférer là-dessus. Il faudrait protéger le citoyen qui n'a pas les moyens de se construire une maison. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut construire une maison. Et pour les mettre en sécurité, il faudrait qu'il y ait une loi pour qu'ils, quand ils prennent une maison en location, qu'ils soient protégés, parce que sinon il y en a qui s'en prennent qu'à leur tête, qui font ce qu'ils veulent parce qu'ils supposent que le bâtiment leur appartient. Et c'est pas normal. Ce sont des roitelets de notre société, ces propriétaires de maisons. En tout cas, certains, quand tu tombes sur eux... Ah, allez-y, Ahmed. Mais écoutez, ce que Ahmed disait est important. C'est clair que concernant l'accord verbal, il y a quand même quelques exceptions, mais il faut signaler que quand il y a accord verbal, il est autant valable que l'accord écrit. Ça, c'est important à savoir. Ça, il faut le savoir. Ouais. Et déjà, là, si vous prenez 1-2 mois de salaire, c'est terminé. Ça veut dire que l'accord est tacitement établi. L'accord est établi. Donc, je pense que face à cela, c'est pourquoi parfois on parle de jurisprudence face à certains dossiers. Donc, la justice saura démêler le vrai du faux s'il y a, bien évidemment, audience face à ce dossier et que les deux parties sont présentes. Pourquoi? Parce que déjà, comme vous l'avez dit, personne ne viendra casser votre maison, placer des lampes, placer ceci et cela sans votre accord. Si vous avez accepté, ça veut dire que quelque part, vous êtes d'accord avec cette personne.
Alors par conséquent, si vous ne voulez plus que cette personne soit là au bout d'un certain nombre de mois, c'est très simple. Je pense que la justice sera aussi lucide sur ce dossier. Quand j'ai écouté cette dame sur les réseaux sociaux, franchement, je disais qu'elle a qu'à faire direction vers la justice, parce que j'en suis sûr que la justice lui donnera raison. Prenez de Conakry 1 jusqu'à 36, la plupart des concessions que vous allez voir, les locataires qui sont là-dedans, combien ont un contrat écrit? Absolument. Moi, j'en ai pas. C'est une question nationale, et je pense que les législateurs, comme vous l'avez signalé, doivent se pencher sur cette question et nous trouver une loi autour de cela. Qu'on nous dise, oui, désormais, quand vous prenez un bâtiment pour l'habitation, ne pas dépasser Ahmed, mais même ça, contrat écrit dans une société jusqu'à Yomou, vous allez réglementer, il faut des trucs écrits. Oui, je suis. Non, mais oui, Tamba, on est dans un monde moderne. J'ai bien compris. On est en train mais les lois, quand on parle, les lois éviter ne les doivent pas exclure la réalité de nos sociétés. Je suis d'accord. Ça, c'est important. C'est pourquoi je dis. Allez-y. Que petit à petit, il faut amener les propriétaires et les locataires à pouvoir se conformer à une certaine réglementation pour permettre d'éviter ce genre de problème. Il faut le faire. Moi, j'étais à Dakar à l'époque quand le gouvernement sénégalais avait pris la décision de fixer des bâtiments. Et je vous dis, moi, j'étais avec une étudiante à l'époque qui venait de louer un appartement qui avait qui avait payé déjà une partie de la location, mais que le propriétaire était obligé de retourner. Parce qu'il y a une loi qui venait d'être prise par les autorités sénégalaises. Ça, c'est tout près au Sénégal, là. Pourquoi nous ne pouvons pas être capables de le faire? Et là-bas, vous avez quoi? On a donné la possibilité aux agences immobilières de pouvoir gérer les bâtiments, ce qui rend la tâche facile, même à des propriétaires qui ne sont pas forcément intellectuels. Mais non, on ne veut pas ça ici. On veut tout gérer. On ne veut rien partager, mais parfois il faut donner aux agences immobilières. Ça peut vous rendre la tâche facile. Si c'était avec une agence immobilière, vous pensez qu'on allait parler du propriétaire ici? Qu'est-ce qu'il a à foutre là-dedans? Son nom, on aurait non. Intervenu. Nous, l'agence est intervenue. Oui, non. J'estime qu'il n'y a pas d'agence. S'il y a une agence, pourquoi on parlerait de la propriétaire? Pourquoi on ne parle pas de cette agence? Vous avez fait votre speech du début jusqu'à la fin. Vous m'avez parlé d'une agence. Non, je vais vous expliquer. Moi, j'ai écouté cette. Non, écoutez. Ahmed, je t'aide juste. Oui. C'est des agences de mise en relation que nous avons ici, qui ne vont pas. C'est pas comme ça. Voilà. Non, ça ne fonctionne. On est d'accord. Mais je veux juste te dire de quoi il parle finalement. Alors, s'il y a une agence d'intermédiaire, alors ça n'a pas fonctionné. Parce que vous, comme je l'ai dit, vous avez commencé votre speech du début à la fin, vous n'avez jamais parlé de cette agence. Alors, donc, non. Ahmed, c'est pourquoi. On va attendre qu'il finisse, s'il vous plaît. Allez-y. C'est pourquoi je pense que ce sont des dossiers qu'il faut qualifier aux agences spécialisées aussi. Ça pourra nous permettre d'éviter ce genre de problème. Alors, moi je dis qu'il y a, comme vous l'avez dit, il y a de l'abus. C'est vrai, même s'il n'y a pas de contrat, pour la morale, on ne peut pas laisser quelqu'un investir plus de 100, 200, 300 millions dans un bâtiment et demander au bout de 6 mois à cette personne de sortir. Je pense que ça ne fonctionne pas comme ça. Et il faut se dire, quand on donne son bâtiment à une radio, ils vont casser des murs. Quand vous donnez à un salon, il y aura des gens qui viendront pour les mariages. Alors si vous n'êtes pas imprégné de tout cela et que pour vous c'est une surprise, je pense que c'est de mauvaise foi, parce que vous avez forcément fait un salon de coiffure, vous avez vu des salons de coiffure où les week-ends il y a ce genre de bruit. Donc je pense qu'il faut revoir cette situation et que l'État protège une fois de plus cette jeunesse-là qui décide d'investir. L'État, c'est de l'obligation de l'État. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Retour dans ce studio pour continuer cette émission, mon cher Ahmed. Nous avons écouté Paul Fatia. Écoutez, je pense que la FIFA, comme il l'a dit, avait quand même tiré la sonnette d'alarme depuis un bon moment. Mais si de bonnes oreilles n'ont pas entendu, c'est tout à fait normal qu'il y ait ce Connor aujourd'hui en place. Mais quand on connaît un peu la lourdeur de l'administration guinéenne, et on sait parfois que quand le Sili se déplace, ça il ne faut pas quand même se le cacher, celui qui était à la tête de cette fédération faisait beaucoup. Il n'attendait d'ailleurs pas forcément l'État pour s'engager dans certaines dépenses, même si après il fallait se faire rembourser. Alors je dis que la Guinée a des compétitions en vue. Alors il faut que l'État se bouge dans ce cas, surtout avec le gel. Sinon, on risque de voir certaines situations
qui vont pas quand même aider notre équipe nationale à pouvoir faire de belles prestations, même si les prestations, ces derniers temps, n'était pas quand même. L'État n'est pas incapable de payer ça. Non, je n'ai pas dit. Ce sont nos lourdeurs qui nous fatiguent. Mais c'est de ça que j'ai parlé. Je n'ai pas parlé d'incapacité. J'ai parlé de lourdeur. Oui, ça peut se corriger. Mais n'oubliez pas qu'au même moment où nous sommes en train de parler, il y a des départements, par exemple, qui ont du mal encore à payer les travailleurs, alors que tout simplement, même si on a gelé les comptes, on a demandé de libérer quand même les salaires. Même à ce niveau, on a encore des problèmes. Donc pour une question de football, je me demande, est-ce qu'il n'y aura pas aussi ce genre de situation, ce qui pourrait quand même négativement impacter les actions du CILI national sur le terrain. Donc j'en appelle quand même à la clairvoyance de l'État pour dire que c'est vrai, des gens ont mis la main à la poche, ont continué de mettre la main à la poche pour aider ce CILI national. À un moment, ça doit s'arrêter. C'est vrai que la FIFA paye quelque chose, mais l'État aussi a des responsabilités vis-à-vis de l'équipe nationale, alors que le département ne soit pas là tout le temps à courir derrière eux. Parce que si Antonio n'est pas là, il est tout à fait libre. S'il veut, si l'équipe doit se déplacer, s'il a envie de faire quelque chose, il le fait, comme d'autres aussi le font d'ailleurs. Mais s'il veut, il ne le fait pas. Parce que parfois, je me souviens, quand il y avait même des qualifications, il faisait des promesses aux joueurs, mais qui venaient directement de sa propre poche. Alors donc je pense que l'État devrait se bouger pour qu'on évite ce genre de problème et que l'équipe nationale, qui est un patrimoine, ne soit pas utilisée de la sorte et que l'État soit vraiment là pour répondre à tous les besoins. Voilà, il y a des retards sur le salaire des fonctionnaires. S'il y a, c'est plus en raison de processus de normalisation. C'est l'information qu'on nous a donnée il y a quelques jours en arrière. Jacques, cette fois, on avance et c'est un sujet particulier, un peu comme la plupart des sujets que nous avons dans ce studio. C'est donc une vague d'intrusion à l'intérieur d'un processus judiciaire plus ou moins clos. Et on ne comprend rien, Jacques. Vous savez, quand le CNRD est arrivé, il a dit à tout le monde de parler. Et nos magistrats ont été devant le président pour dire qu'ils vont maintenant travailler en toute liberté parce que leurs décisions étaient guidées par l'exécutif ou ils rendaient des décisions qui n'étaient pas exécutées, bloquées donc par des politiques. Si nous soupçonnons les mêmes réalités perdurer dans la transition, ou disons revenir sous une autre forme, c'est normal d'alerter. Et ça, c'est un cas qui nous a été présenté. C'est une affaire commerciale qui oppose donc Groupe International Trading et Khalil les Frères. Groupe International qui est une société pakistanaise, mais basée à Dubaï, et Khalil les Frères, qui est une société de droit guinéen qui a voulu, n'est-ce pas, s'essayer un peu dans la commercialisation du riz. Ce qui se passe, c'est qu'en août 2021, la société pakistanaise va s'entendre avec le cabinet de la première dame de la République, Madame Djené Kaba Kondé, pour acheminer sur Conakry 5000 tonnes de riz. 5000 tonnes de riz que la première dame voudrait, selon les informations, donner, n'est-ce pas, aux femmes. Ce qui va se passer, c'est que ce riz-là va être embarqué le 30 août 2021, mais avec une autre quantité importante aussi de riz. 5000 tonnes, ça c'est pour le cabinet de la première dame, mais il y a une autre quantité importante qui devrait arriver en direction de Conakry. La société donc qui a sa représentation ici à Conakry va quand même vivre avec nous autres les événements du 5 septembre. Donc, ce qui change la donne. Les 5000 tonnes qui sont dans le bateau, tout comme l'autre quantité, va devoir trouver d'autres preneurs, n'est-ce pas, sur place. Ainsi donc, c'est un Sénégalais qui représente la société en Afrique de l'Ouest, va être mandaté par le directeur général de la société de venir procéder à la réception et à la vente de la quantité qui arrive à Conakry. C'est au total 24 500 tonnes de riz. Il y a donc des mandats de procuration. D'abord un mandat qui a été signé par Lemani
Akash Jai, qui est donc le directeur général de Groupe International Trading, donc, qui va mandater Papin Ndiaye par ses présentes. Je lis seulement une partie. Monsieur Papin Ndiaye, représentant Afrique de l'Ouest de Groupe International de nationalité sénégalaise, titulaire du passeport, auquel je donne pouvoir au nom et pour le compte de la société de procéder à la vente des 24 500 tonnes de riz en provenance du Pakistan et faisant objet du BL sur le navire MV Rési Aigle, de procéder à toutes les formalités au niveau du port et de la douane, de signer tout contrat de vente avec les différents acheteurs, de recevoir tout paiement au nom et pour le compte de la société Groupe International. Donc à Conakry, Papin Ndiaye va faire la rencontre de l'opérateur économique Ibrahima Condé de la société Khalil et Frères. Des contrats de vente de 5 000 tonnes pour donc 2 250 000 $, et de 16 500 tonnes pour une valeur de 7 425 000 $ par l'entremise d'un notaire. La place en Sakaba ont été établis le 20 septembre 2021. Mais avant donc la signature du contrat, il va lui aussi faire un mandat spécial. J'ai sous-signé M. Papin Ndiaye, titulaire du passeport, représentant Afrique de l'Ouest du Groupe International des nationalités sénégalaises par ses présentes. Constitue pour mon mandataire spécial M. Ibrahima Condé, représentant la société Khalil et Frères des nationalités guinéennes, auquel je donne pouvoir qui m'a été donné par la société Groupe International et non pour le compte de la société de procéder à la vente de 24 000 tonnes de riz en provenance du Pakistan et faisant objet de, on donne des informations et tout, de procéder à toutes les formalités au niveau du port de la douane, de signer tout contrat de vente avec les différents acheteurs, de recevoir tout paiement au nom et pour le compte de la société Groupe International. D'accord. Donc, d'un mandat à un mandat, ils vont finalement signer des contrats de vente de ce riz-là. Il y a un premier contrat ici qui porte donc sur comment on appelle ça, sur 5 000 tonnes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, 5 000 tonnes pour une valeur de 2 500 000 $. Évidemment, on précise révisable en fonction de l'évolution des cours du riz. Un deuxième contrat qui va cette fois porter sur les 16 500 tonnes. Vous avez donc 21 000 tonnes comme ça, sur lesquelles les deux contrats ont été signés et qui engagent donc, de par la procuration que je viens de lire tout à l'heure, M. Ibrahima Condé à recevoir ce riz et à le vendre. Ce qui va se passer le 6 octobre, le navire accoste donc au port de Conakry, Groupe International, qui avait déjà reçu quand même de l'argent. J'ai des reçus ici et des attestations signées par M. Papin Ndiaye, attestation de paiement en espèces. J'ai sous-signé M. Papin Ndiaye, titulaire du passeport sénégalais numéro tant, certifie avoir reçu la somme en liquide de 1 300 000 $ le 22 octobre 2021 de la part de M. Ibrahima Condé, directeur général de Khalil et Frères. Ces versements constituent un acompte sur la vente de riz conclu en vertu du mandat en date du 17 septembre 2021. D'accord. Première attestation des ventes. Deuxième attestation. Donc un peu plus il y en a, million. parce que le montant va être payé graduellement. Attestation de paiement en espèces. Je sous-signe M. Papin Ndiaye, titulaire du passeport tant. Certifié avoir reçu la somme en liquide de 2 millions de $, le 6 octobre 2021 de la part de M. Ibrahima Condé. Attestation de paiement en espèces, troisième attestation. Donc, j'ai sous-signé M. Papin Ndiaye, titulaire du passeport, certifié avoir reçu la somme en liquide d'1 100 000 $. L'autre attestation encore, j'ai sous-signé M. Papin Ndiaye, donc, certifié avoir reçu la somme en liquide de 800 000 $ le 19 octobre de la part de M. Ibrahima Condé. Vous avez... banalement 5 millions déjà. Ouais, 5 millions déjà. Le montant, comme je l'ai dit, il était prévu que ça soit payé graduellement. Vous avez, si vous comptabilisez 7 millions et quelques, 2 millions et quelques, c'est au fait autour de 9 millions. Vous avez plusieurs autres attestations ici et plusieurs autres reçus qui ont été délivrés par le représentant de Groupe International en Afrique de l'Ouest. Donc, ces montants ont été effectivement reçus comme le prouvent ces papiers. Groupe International reçoit le riz, le dépote
et commence à livrer à d'autres commerçants. Ici, à d'autres commerçants? D'autres commerçants. Autres que... Non, il n'a même pas pris attache avec Ibrahima Condé. Dès que le riz va arriver, il va commencer à donner à d'autres commerçants. Donc finalement, Ibrahima de la société Khalil et Frères va saisir le tribunal du commerce pour lui mettre au courant de la situation. Le 14 octobre, le président de cette juridiction va émettre une décision de saisie conservatoire de 21 500 tonnes de riz sur la cargaison, conformément aux dispositions de l'article 54 de l'acte uniforme de l'OHADA. Nous avons toutes les décisions ici qui ont été rendues par ces tribunaux. Le mercredi, donc, on va établir un procès verbal de saisie conservatoire qui parvient au responsable du magasin du stock de Groupe International par le biais de maître Mohamed Chérif Camara, l'huissier de justice. Le magasin donc a été sommé dans cet acte de payer soit 11 825 000 au requérant Khalil et Frères à titre de frais et dommages à défaut d'assister à la fermeture des magasins. Et le 28 du même mois, un acte de non-contestation de la décision du tribunal de commerce a été notifié à Papine Diaye, le représentant de Groupe International. Le document ordonne la mise à disposition de la cargaison de riz à la société Khalil et Frères, conformément aux clauses contractuelles établies entre les deux parties le 20 septembre 2021. Donc, sur la base de cet acte de non-contestation, une décision de main levée a été prise et transmise par le même huissier le 4 novembre. 24 heures après cette décision, a été donc mis à exécution. La décision a été mise à exécution. Sur le terrain, dans le magasin de stock de Tombo, l'huissier s'est fait surprendre dans un premier temps par la visite du colonel Célestin, qui est le haut commandant en second de la gendarmerie nationale. Celui-ci était venu avec certains éléments de la gendarmerie. Il va donc tenter de demander l'arrêt, parce que c'était d'ouvrir le magasin pour que Khalil et Frères puissent s'approprier du contenu, n'est-ce pas, du riz qui était là, donc du stock, pardon, qui était là. Finalement, de tractation en tractation, le haut commandant en second va être amené à quitter les lieux. Mais maintenant, lui, il quitte. Et le ministre de la Sécurité... Mais le haut commandant, est-ce qu'on sait qui l'y a envoyé? C'est un OPJ. C'est un OPJ, mais c'est une décision de justice que l'huissier était venu exécuter. Donc, on peut dire que le dossier n'était plus au niveau de... à leur niveau. À leur niveau. Il y a eu le tribunal du commerce qui a été saisi, qui a statué et qui a ordonné que le contenu soit donné, n'est-ce pas, comme je le disais, à Khalil et Frères, à défaut au moins de lui payer 11 825 000 à titre de dommages et intérêts. Donc, le haut commandant en second va quitter les lieux. Mais quand lui, il quitte, le ministre de la Sécurité s'invite, et ça c'est le samedi 6 novembre, le général Bachir Diallo, donc accompagné de ses grades, se présente devant le magasin et ordonne la fermeture immédiate des lieux. Va donc s'engager sur le terrain des discussions chaudes. Je crois qu'on a pu avoir un peu le rapport, des discussions assez chaudes entre le ministre et l'huissier de justice. Finalement, il va finir par l'embarquer. Le ministre va embarquer l'huissier de justice qu'il va déposer donc au haut commandement de la gendarmerie. On va expliquer. L'huissier va présenter la décision de justice qu'il avait en sa possession. Ils vont s'expliquer et finalement, le haut commandant en personne va intervenir et va rétablir l'huissier dans ses droits. Le ministre finira par comprendre sur le terrain qu'il était certainement dans des erreurs. L'huissier va donc être libéré et repartir sur le terrain pour continuer, n'est-ce pas, son travail. Selon donc les renseignements, l'arbitrage du haut commandement, je le disais, va permettre cela. Mais le 11 novembre, l'huissier revient au magasin pour assister au chargement des camions. Aux environs de 18h, un groupe de gendarmes débarque encore sur les lieux sur ordre, dit-on, du substitut du procureur de Kaloum pour fermer les magasins. Cette intervention s'est fait suivre par un mandat du procureur lui-même, le lendemain, avec pour instruction aux gendarmes d'arrêter les travaux, fermer les magasins et bloquer tous les camions déjà chargés sur place. Ceci pour comprendre la véracité des choses, selon le procureur donc Alpha Seni Camara. Le 18 octobre, Lemani Akash, donc le directeur de comment on appelle ça, Groupe International, va donc arriver à Conakry. Il a été interpellé sur le dossier. Il a nié avoir passé un quelconque contrat
avec l'opérateur économique guinéen. Finalement, on va... Pourtant, nous avons copie des contrats. On a des copies. On va d'abord sortir la procuration qu'il a faite au mandatant donc son représentant en Afrique de l'Ouest de passer tout marché et la procuration que ce dernier a signée au nom donc de Ibrahima Condé, le mandatant de procéder, de recevoir le riz et de le revendre. Et on va sortir tous les documents qui attestent qu'il y a des montants quand même qui ont été perçus pour la quantité de ce riz-là. Le monsieur va finir par comprendre qu'il n'est pas dans le droit. Qu'il n'est pas dans le droit. Lui, il va quitter Conakry. On ne sait pas comment, mais il va finalement quitter Conakry. Et la procédure va devoir suivre sans lui. Finalement, ça va se passer entre son représentant en Afrique de l'Ouest et Condé et frères. Suivant donc la note d'assignation du 12 novembre, le tribunal du commerce, après avoir examiné le dossier, parce qu'il avait constaté que le tribunal de première instance de Kaloum s'était invité dans le dossier, alors que ça ne relèverait pas de ce domaine de compétence, c'est une affaire commerciale, c'est pourquoi ce tribunal a été mis en place. Lui, il rend une décision. Et parallèlement, c'est le tribunal du commerce et le tribunal de première instance de Kaloum qui s'invite dans le dossier, qui commence par prendre des décisions, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre. Il va donc interpeller le tribunal pour le faire comprendre qu'il n'a pas qualité à intervenir, n'est-ce pas, dans ce dossier-là. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Nous poursuivons cette émission avec vous. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses à nous pratiquer depuis ce matin. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons pour la partie de cette émission qui s'ouvre sur la question de l'eau. Nous allons l'aborder de long en large et puis d'autres actualités, la lutte contre les punaises. Vous savez de quoi je parle, la lutte contre les épidémies, les endémies et de Covid-19, ce sera dans un instant puisqu'on en parle avec des statistiques particulièrement inquiétantes. L'eau potable, un enjeu de société à l'échelle du globe. Dans le monde, plus de 2 milliards de personnes continuent d'en être privées. Et ce chiffre cache bien d'inégalités, à moins de s'intéresser à la question de plus près à partir des territoires. En effet, seul un Africain sur 4 accède à la précieuse denrée sur le continent pour seulement 24% de Ouest africains. Et la Guinée n'est pas une exception. En dépit de ses immenses ressources hydriques qui en font bien entendu le château d'eau d'Afrique de l'Ouest, moins d'un habitant sur 2 en République de Guinée, je le dis encore, ont accès à un service élémentaire d'approvisionnement en eau potable. Face à cette insuffisance, à l'insuffisance des efforts conjugués à la fois de l'État et des partenaires de la République de Guinée, les Guinéens se résolvent à prendre finalement le taureau par les cornes. Alors émerge dans un branle-bas total, dans un désordre total, un méli-mélo, un fiasco parfois total, ce que l'on pourrait appeler le phénomène des forages. Effet de mode ou unique issue face à la problématique de l'eau, la pratique n'est pas sans conséquences pour les villes de Guinée. On en parle ce matin. Eau potable et défis et enjeux de l'approvisionnement, Aboubacar Camara, directeur exécutif de Tankiso Antena, il est notre invité. Il s'installe déjà d'ailleurs dans ce studio. Mais avant de le recevoir, nous allons faire lecture de quelques-uns de vos messages. La régie, c'est quand vous êtes prêts, on va aller avec vous. On commence avec Youssouf Mario Godze Camara qui nous a écrit « Bonjour Tambay à toute l'équipe des GG. J'aime bien ce monsieur, le DG de cette ONG Tankiso Antena, très pragmatique et il fait bouger le pays, un vrai modèle de réussite et un vrai exemple à suivre pour nous les jeunes. En tout cas, il est là avec moi et puis il a lu le message, pas besoin de le lui transmettre. Et puis Émir Thierry nous écrit. Il dit bonjour les GG, depuis 2013, nous n'avons pas eu d'eau à la pompe au quartier Hamdalaï 1, secteur 2. D'accord, il va nous en dire un peu plus. On va voir pourquoi est-ce que cela arrive. Bonjour Tamba, le cri de cœur de Koro Ahmed Kourouma est à saluer à Conakry, mais demandez-lui d'aller faire juste un tour
un tour sur sa moto dans la ville de Siguiri. Il dira après ça que Conakry est mieux que Siguiri. C'est Abdourahmane Kamara qui nous a écrit. Et puis Excellence Baldé le Guinéen nous écrit aussi. Bonjour la team des GG. La problématique de l'eau en Guinée est entière. Nous buvons n'importe quelle eau ici. L'État doit prendre ses responsabilités. Beaucoup de ventres ballonnés en Guinée est dû à cette eau que nous buvons. C'est Excellence Baldé le Guinéen qui nous a écrit. Et l'on poursuit. Excellence Silla nous écrit aussi. Bonjour les GG. Tamba, moi en partant du principe que celui qui n'a rien à se reprocher n'a rien à craindre, je dis juste bienvenue à Dadis et à Konaté. Ils viennent chez eux, c'est leur droit jusqu'à preuve du contraire. Ils ne représentent pas une menace. C'est excellent Silla qui nous a écrit. Et puis Kadiata Marif Sherif Kamak qui nous a écrit. Il dit bonjour les GG. Le retour annoncé des présidents Dadis et Konaté relève d'une grande sagesse de la part de Doumbouya, mais la question qui mérite d'être posée est de savoir s'ils ne seront pas inquiétés après leur retour avec le dossier du 28 septembre 2009, question que pose Kadiata Madi Sherif et beaucoup d'autres Guinéens par ailleurs. Bonjour les GG, celui-ci c'est Keita Mamadi Dr K qui nous écrit. Bonjour les GG, le capitaine Dadis et le général Konaté sont des Guinéens tout comme vous et moi, donc ils ont le droit de rentrer chez eux. Si on leur reproche quelque chose, la justice est là pour ça, que la justice joue son rôle. C'est bien Keita Mamadi Dr K qui nous a écrit. Et puis Kourouma Ousmane s'est aussi invité dans cette émission. Nous lui disons bienvenue. Il dit bonjour les GG. Aucun procès équitable n'a eu lieu. Aucun verdict juste n'a été rendu sans qu'à un moment ou à un autre, une voix ne se soit levée pour dire attendez. Dadis et Si n'ont rien à craindre pour leur retour car le peuple en a vraiment besoin. C'est Kourouma Ousmane qui nous a écrit. Et puis, lettre vagabonde Fatoumata nous a écrit l'eau potable. Eh bien, on en a parlé que ça fait la une de nos amis de Twitter. L'eau potable est un droit humain. Les femmes et les enfants subissent la charge hydrique. Conséquence, des inégalités. Le manque d'hygiène aussi engendre les maladies hydriques et les dépenses de santé pour les ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté. C'est lettre vagabonde Fatoumata écrit. C'est certainement le dernier. Je le dis comme ça, tête de mémoire. Et bonjour Tamba, bonjour à tous. Je vous informe que la population de la commune de Matam a soif. Il n'y a pas d'eau. Nous avons besoin radio et de la télévision espace, essayez de visiter certains quartiers de cette commune. Ça, c'est un message à Antoine et à Jacques Léo qui commandent à la radio et à la télé. Et puis, celui-ci, c'est Patekourou Diallo qui nous écrit « Ce n'était pas agréable de voir les anciens présidents en exil. Que ces retours ne soient pas une source de conflit. Mais ça fait peur de voir ces bérets rouges derrière colonel Aminata Diallo. Elle a l'habitude d'être seule pour la lecture de ses communiqués. En tout cas, le message communicationnel, il est passé. Ça veut dire que le pays est commandé. Venez, mais on est là. Je pense que c'est ce que ça dit rapidement. Est-ce que sur Facebook... on peut lire quelque chose. Bonjour les GG. Une question, c'est Youssouf Parawol qui nous écrit. Bonjour les GG. Juste une question pour l'invité. Au fait, je veux savoir, est-il bon pour la santé humaine de boire de l'eau du forage domestique ou non traité chimiquement? Entre autres questions auxquelles vous allez répondre, mon cher Aboubacar. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de réactions ce matin. Ismaël Guiné nous écrit aussi, si le CNRD laisse le FAMA en promenade en ville, ils vont voir les résultats, il va les mettre au chaos. Il a réagi de cette façon. Et puis, Bailo Diallo nous écrit également sur Facebook, bien sûr notre plateforme Facebook, le gouvernement Alpha Condé n'avait pas la volonté d'organiser ces procès. Condé même fait partie de ces massacres du 28 septembre. Il y a une main noire de Alpha Condé dans cette affaire. C'est pourquoi il n'avait pas la volonté d'organiser. Et puis en dessous, c'est Ismaël Condé qui vient réagir. Tu n'as rien compris. Voilà, on verra justement ce qu'il en est. La justice fera son travail et l'on verra ce qu'il en est. Et puis on va terminer
avec, voilà, je pense que ça va. Des réactions sur un autre canal, rapidement. L'autre canal, c'est Bonjour les GG et bonjour à tous. Dadis Camara et Sekouba Konaté ont tout fait pour entrer, présenté à la justice. Pour se présenter à la justice, l'ex-président a refusé. Nous leur souhaitons la bienvenue. C'est Ali Moussank Diallo depuis l'Axe qui nous a écrit. Et puis, il y a un autre message. Bonjour les GG, audacieux et incorruptible, Dadis pourrait bien servir à nettoyer l'administration. Doumbouya président, Dadis ministre de la Défense. La Guinée sera droite comme une règle. C'est Barry Abdoulaye de qui nous envoie ce message. Bonjour Tamba et à toute l'équipe des GG. Bravo au CNRD pour le geste vers la réconciliation nationale. La simple chose que les autres ont mystifié durant 10 ans, c'est ce qui est fait dans 2 mois. Merci, Monsieur le Président, pour le retour des 2 personnalités. Tamba Félix Kako Kano, enfin c'est pas ce qu'il dit, de Gekedou. Il nous a écrit, Mafoudia Gekedou, c'est chez moi. Et puis un autre nous écrit, bonjour les GG. Félicitations au ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, pour la qualité de la communication. Le pouvoir transforme l'homme. C'est honorable Antoine Kadouno, qui nous écrit aussi. Retour dans ce studio. Nous avons annoncé, il est là, Aboubakar Kamara, directeur exécutif de l'ONG Tinkiso Antena, nous fait l'honneur d'être notre invité ce matin. Bonjour Monsieur Kamara. Bonjour Monsieur Tamba, et bonjour à vos collègues. Merci donc, merci de répondre à cette invitation. Il y a les chambrés. Merci. Oui, vas-y. Il y a des chambrés. Je dis, un camarade qui semble intelligent, c'est bizarre. Ça me fait peur. D'accord. Il y a une réponse à ça ou pas ou le rire suffit? Je vois Ahmed qui a envie de réagir là. C'était la vanne du jour. Tu veux pas répondre? Non. Répondre à quoi? Je ne réponds pas. Donc il n'y a rien quoi. Tu te sens pousser des ailes. Si c'était quelqu'un d'autre qui avait dit Ahmed Kourouma. Non, je ne réponds pas. Kourouma en plus. Ah bon? Kourouma en plus. Faites attention nos pouvoirs. Faites attention. Il y a dit 1000 mois de folie vaut mieux. En tout cas, moi. Les grands En fait, Ahmed, il t'a eu. Il se donne même pas la peine de répondre. Alors, en fait, il m'a ignoré. Il t'a ignoré. Il m'a ignoré. Ce garçon, ce garçon est mauvais. Il est méchant. Il est mauvais. D'accord. On revient en studio. Aboubakar Kamara. Oui, on revient. Non, plus sérieusement. Aboubakar Kamara, non, je voudrais commencer. Après, je t'en donne la parole. Yo, moi aussi, c'est ma petite seconde. Non, s'il te plaît. On va avancer, mon cher Antoine. Aboubakar Kamara, on vous suit sur Facebook. On échange parfois, on se rencontre, on vous rencontre sur d'autres créneaux. Mais on a assez peu parlé de qui vous êtes. Certainement, après, on en parlera. Ceci, les Tesla. Nous avons le privilège de vous recevoir. Parlez-nous de vous. Qui êtes-vous pour que vous soyez vous? Disons, je ne suis personne. Je suis Aboubakar, spécialiste des questions d'eau, d'hygiène, d'assainissement. D'accord. Et aussi mon ex-fille qui m'appelle souvent Monsieur Monsieur Cafard. Donc, je travaille pour Tinkiso. D'accord. Et j'accompagne les initiatives de développement. Donc voilà, grosso modo, qui je suis en fait. Et vous êtes chimiste, vous n'êtes pas spécialiste à la base d'ONG, de développement communautaire. Vous vous retrouvez quand même dedans, ça se passe comment? Non, je suis biochimiste de formation. D'accord. Ouais. Et à cette anecdote qu'on a partagée, je souhaitais quand même que vous la partagiez avec nos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Suro. Tout Guinéen connaît Suro. Mais c'est parti d'une histoire assez fabuleuse, assez intéressante. Est-ce que vous souhaitez la partager avec nous ce matin? Oui, en fait, c'était en 2006 où je travaillais à Dabola, au compte de MSF. Et on partait dans des villages, c'était un programme PALU à l'époque. Et à Biciclima, il y a un village, il y a le Biciclima. Et je me retrouvais avec une vieille femme qui me donnait du tapioca. Et les dimanches, comme Biciclima est à 23 km de Dabola. Le tapioca, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du riz qui n'est pas encore arrivé à maturité. Tout à fait. On le recueille et puis on le pile et puis on l'aplatit. Très très bonne senteur et très agréable. Allez-y.
Donc la vieille était devenue pratiquement une connaissance à moi. Alors, mais elle ne cessait pas de me répéter, écoute Aboubacar, vous êtes là pour nous accompagner dans le cadre de la lutte contre le palu, sauf qu'en réalité, ce n'est pas notre préoccupation. Et nous avons des feuilles d'acacia, si nos enfants tombent malades, ces décoctions nous permettent d'avancer avec leur état. Mais c'est l'eau potable qui constitue notre préoccupation. Mais moi, je disais à la vieille, non, s'il te plaît, nous sommes là pour résoudre un problème et je pense que petit à petit, on va aborder les questions d'eau. Et un jour, je viens trouver la vieille avec son petit-fils, parce que c'était l'enfant à son fils qui est décédé avec sa femme dans un accident entre Kouroussa et Cancan. J'ai trouvé le petit qui était malade. Alors j'ai vu le carnet, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? La vieille m'a dit, non, l'enfant souffre de fièvre typhoïde. Et comme je t'ai dit, on n'a pas d'eau potable. Donc je suis resté au chevet de l'enfant et il est mort. Aïe. Donc je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait mourir par manque d'eau potable. Et je me suis dit, si c'est le cas, cet enfant il est à Biciclima, c'est qu'il y a de nombreux enfants qui subissent la même chose. Et du coup, je me suis dit, bon, certainement c'est un problème. Et voilà pourquoi j'ai eu une passion pour l'eau depuis 2006. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.